Bonsoir, nous sommes chez vous pour vous informer dans ce grand rendez-vous d'actualité en République démocratique du Congo et voici le titre. Le professeur d'université et institut supérieur public ont mis fin à la grève après une rencontre entre le rassemblement de professeurs d'université du Congo et le Premier ministre. La rencontre a accouché d'un accord entre les deux parties. Vous suivrez la déclaration du professeur dans ce journal. Les étudiants congolais inscrits en Ukraine peuvent compter sur le gouvernement de leur pays pendant cette période de guerre. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les a rassurés lors d'un entretien par vidéoconférence. D'autres sujets d'actualité seront développés dans ce 20h de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. La guerre en Ukraine touche directement ou indirectement plusieurs pays du monde comme la RDC qui a de Congolais sur place, partis pour des raisons d'études. Les gouvernements congolais, par le biais de son vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, demandent aux Congolais de compter sur lui. Et puis, Christophe Lutundula a échangé avec eux par vidéoconférence. Doris Mozo nous fait le résumé de cet échange. Chipi qui me regarde, la route, comment ça va? Ça va. Ils sont tous congolais et régulièrement inscrits dans les différentes filières à l'université de Sumy dans la ville de Soumy au nord de l'Ukraine. Ces jeunes Congolais ont échangé par visioconférence pendant une trentaine de minutes avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près la situation des étudiants congolais en Ukraine, théâtre d'intenses bombardements. Il leur a rassuré du soutien total du gouvernement de la République. Christophe Lutundula est en contact permanent avec les autorités de l'université, principalement les recteurs, et a obtenu de lui des renseignements détaillés sur la sécurité des étudiants congolais. Merci d'avoir bien préservé les enfants. Ne les faites pas déplacer effectivement si la sécurité n'est pas assurée. Je vais porter le message au chef de l'État, le président Tshisekedi, qui suit personnellement la situation de nos compatriotes et particulièrement de nos enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'étais avec lui lorsqu'il recevait son homologue de la Gambie. Il m'a demandé des nouvelles, je les lui ai données. Pour l'heure, la situation des étudiants congolais en Ukraine est sous contrôle. Le chef de l'État et le gouvernement de la République y veillent. Les parents qui ont des enfants en Ukraine peuvent donc s'apaiser car la vie de leurs enfants est hors danger. Les autorités universitaires ont décidé de les garder compte tenu du couvre-feu en attendant la possibilité d'un couloir humanitaire afin de les évacuer dans les lieux plus sûrs. Mais auparavant, ici à Kinshasa, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapé-Napala, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur russe en poste à Kinshasa, Alexei Sandebov, qui a promu toute la collaboration avec le gouvernement russe pour la prise en charge des Congolais qui résident actuellement en Ukraine. On a eu pas mal d'échanges à ce sujet et on travaille toujours quand il s'agit de questions qu'on doit trouver la solution rapidement. Votre ministère des Affaires étrangères est très dynamique en ce qui concerne l'essor des Congolais à l'étranger. La République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort pour garantir une évacuation sécurisée de ces étudiants congolais en Ukraine. Beaucoup de doléances, allais-je dire, de professeurs d'université et dans le fonctionnement des universités. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a choisi la démarche de porte-à-porte des institutions pour des solutions rapides et il s'est rendu au Sénat où il a échangé avec le premier vice-président du Sénat, l'honorable Mondele Kanko. Reportage Sandra Nyangui. Assumant l'intérim du professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat qui se trouve à l'étranger, l'honorable Edi Mundela Kankou, premier vice-président du Sénat, a, au nom de son titulaire, reçu en audience le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa. Ce dernier était porteur de quelques doléances urgentes nécessitant l'implication de toutes les autorités du pays.
Les défis à relever étant énormes, la synergie multisectorielle s'impose. Voilà ce qui justifie la démarche du recteur Jean-Marie Kayembe auprès de la Chambre haute du Parlement. Rassuré d'avoir toqué à la bonne porte, Jean-Marie Kayembe se dit confiant pour la suite et espère que les solutions seront très vite trouvées afin d'éviter au pays un éventuel drame, à l'instar de celui de Matadi Kibala, de triste mémoire. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voirie à l'université qui risque de nous faire perdre, s'il y avait encore des pluies diluviennes comme celle de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Monseigneur Gillon à l'Uniqué. L'auditoire Laurent Désiré Musée est dans un état d'inachèvement pour lequel ce serait totalement irresponsable de le laisser en état où il est aujourd'hui et d'y admettre des étudiants. Je suis venu solliciter, c'est un véritable SOS auprès du Parlement, que ce SOS soit entendu également, et l'accueil a été le plus chaleureux, je dois vous le dire, étant donné que l'honorable est un alumni de notre université. Rappelons qu'il y a peu, le réseau des professeurs du secteur officiel avait saisi le professeur Modeste Bahati Lukwebo sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans les négociations entre la Poukine et le gouvernement. Selon le professeur Rodolphe Iolo, coordonnateur du RAPICO, l'implication personnelle de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo avait permis de décanter cette situation. À la réunion du comité de conjoncture de ce matin, outre le cadre macroéconomique, le ministre sectoriel ont acté sur la décision du Conseil de ministres sur la fin du prélèvement de la taxe RAM. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga, bienvenue au Sala pour le reportage. La réunion du comité des conjonctures économiques qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a tablé sur la situation économique nationale et internationale sur une période allant du 9 au 28 février 2022, marquée par les efforts de reprise post-Covid, efforts perturbés par la survenance de la guerre en Ukraine. L'émergence des opérations militaires en Ukraine, déclenchées le 21 février, opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques, dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux et également les marchés financiers, dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, il a été constaté la stabilité de la situation macroéconomique, toutefois avec un impact négatif de la hausse du prix des produits énergétiques. La situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. L'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise, qui importe l'intégralité de son pétrole, et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie, au cours de laquelle d'importants contrats et mémorandums d'entente ont été signés. Enfin, la réunion du comité des conjonctures économiques autour du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a constaté la baisse du taux de contamination à la Covid-19 en RDC et a noté la décision du Conseil des ministres à mettre fin au prélèvement de la taxe RAM sur les téléphones cellulaires. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a signé ce 1er mars 2022 un décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Agence de pilotage des conventions de collaboration signées entre la RDC et le partenaire privé APCSS en sigle. Le nouveau décret signé abroge en même temps le décret du 26 août 2028
2008 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolaise en sigle BCPSC qui est piloté Moïse Ekanga et le remplace par l'APCSC. À la lumière du nouveau décret, l'APCSC est chargée du pilotage de la coordination et de la gestion et du suivi de la mise en œuvre de conventions de collaboration et de coopération signées entre le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo et le partenaire privé spécialement dans le domaine des infrastructures basées dans le domaine des infrastructures et de ressources naturelles. Elle joue à cet effet le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par le projet issu des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturellement, notamment le gouvernement de la RDC, les entreprises ou le groupement des entreprises privées ainsi que toutes les joint ventures ou structures de suivi créées aux fins d'exploration de suivi, créées aux fins d'exploration, d'exploitation ou de commercialisation de ressources naturelles ou d'exécution de travaux d'infrastructure. CSC est donc un établissement public à caractère administratif et financier. Elle est régie par la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions applicables aux établissements publics par la loi du 11 février 2014 portant régime fiscal douanier, parafiscal, de recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Le conseil d'administration, la direction générale et les collèges de commissaires aux comptes sont ces structures organiques. Le ministre d'État qui a les infrastructures et le travaux publics dans ses attributions est chargé à la mise en application de ces décrets signés le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Poursuivons avec l'actualité. Un bus pour les prisonniers. C'est un don du chef de l'État pour permettre leur mobilité en cas de déplacement. C'est le ministre de la Justice qui a procédé à la remise de ces dons du chef de l'État. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carcéral ou d'un site carcéral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au Palais de la Nation entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Toumba-Boacha, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet, et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la Justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers, mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'acte qu'il vient de poser. C'est un pas de franchi et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas. D'autres réalisations seront tenues comme M. le Président de la République a toujours l'habitude de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque Manbus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupes de 2 à 4. Une délégation du commandement américain en Afrique est à Kinshasa en mission de travail. Elle a échangé avec le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Célestin Mbala-Moussince, sur la situation sécuritaire dans la région et le renforcement de coopération entre le commandement américain et le FARDC.
Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a échangé ce mardi 1er mars 2022 avec une délégation du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, dans la salle des réunions du quartier général des forces armées. Conduite par le général de brigade Boras Aïda, commandant des opérations de la Task Force de l'AFRICOM, cette délégation s'est entretenue avec le numéro 1 de l'armée sur la situation sécuritaire dans la région, les renforcements de la coopération entre les commandements américains pour l'Afrique et les FARDC et bien d'autres sujets, renseigne la chef de cette structure américaine. Yes, today we met to talk about our cooperation in the security environment. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler de notre coopération en matière de sécurité et notre environnement. We talked a lot about training our militaries and joint operations to ensure that our soldiers understand the basic foundations of the rule of law, human rights, and an understanding of the security environment. Nous avons parlé à part la sécurité coopération, mais aussi des opérations conjointes pour que nos troupes comprennent comment opérer et qu'est-ce qu'on attend dans l'environnement de sécurité. Les droits de l'homme. Auparavant, le général d'armée Mbala Moussense Célestin avait remercié cette délégation pour ses rapprochements avec l'armée congolaise. Le ministre des Finances et la Banque africaine de développement ont signé 3 accords de financement. L'un porte sur l'aménagement de la route Goma-Bukavu. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre des Finances en présence du ministre d'État, ministre des Infrastructures, nous dit Edith Chala. La route Goma-Bukavu sera réhabilitée. Le financement est inclus dans ces 3 accords signés entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Solomane Kone, directeur général adjoint pour la région Afrique centrale de la Banque africaine de développement. De 4 heures aujourd'hui, le parcours ne fera qu'1 heure et demie à terme. Au total, 140 millions d'unités de compte équivalent à 196 millions de dollars américains et le montant réparti en prêts pour 88 millions d'unités de compte et en dons pour 56 millions d'unités de compte. L'aménagement de la route Bukavu-Goma compte pour 98 millions de dollars américains, un financement additionnel concernant le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre, prise en sigle, pour 70 millions de dollars américains, au bénéfice d'environ 870 000 personnes disséminées sur 41 agglomérations dans 10 provinces. Et enfin, le projet d'appui à la relance de l'économie congolaise autour de 20 millions de dollars américains. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, s'affairera à mettre en place des unités de gestion de projets qui observent les directives du bailleur. Je prends l'engagement de faire aboutir tous les processus législatifs portant ratification et les avis juridiques dans les délais les plus brefs possibles. Une responsabilité que le gouvernement assumera pleinement pour le bien-être du peuple de la RDC. L'approche partenariat public-privé, vue véritable atout pour le développement agricole, environnemental et énergétique en RDC, c'est le thème principal de la 2e conférence sur le PPP, ouverte le lundi dernier et clôturée hier au Pullman Kinshasa. Rikinzuzi pour le reportage. C'est à Kinshasa que les parties prenantes au PPP ont décidé de se réunir pour la 2e édition de la conférence sur le partenariat public-privé, initiative du cabinet d'expertise en climat des affaires et gouvernance, avec comme thème l'approche partenariat public et privé, un véritable atout pour le développement. C'était une opportunité d'échanger sur les cas des PPP mis en place dans le secteur agricole, des infrastructures, de l'environnement et les montages financiers des PPP évoqués par d'importantes personnalités en panel. Il y a eu des discussions importantes sur l'apport du secteur privé dans les PPP et où est le rôle du secteur privé et qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il puisse apporter sa contribution pour qu'effectivement les PPP soient une réalité dans sa procédure de mise en œuvre. Étendus sur 2 jours, ces travaux ont permis aux participants, chefs d'entreprise et autres investisseurs, d'appréhender les enjeux et opportunités de l'approche PPP. C'est un message d'optimisme qu'il faut retenir. Beaucoup de bailleurs de fonds ont pour volonté de financer des projets en RDC, notamment des PPP, donc avec des capitaux disponibles, de l'assistance technique disponible. Mais il est important pour les promoteurs RDC de se présenter avec des projets de qualité. Parmi les recommandations formulées, le plaidoyer auprès du gouvernement
pour mettre l'accent sur le développement des PPP au niveau local et le renforcement du secteur privé sur le montage financier des projets. Un coup de balai chez les mandataires en mines et carrières. Cette profession a désormais une structure officielle créée en 2021 au mois de juillet. Elle a effectué sa première sortie hier mardi 1er mars. C'était en présence de la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambaye. Un commentaire de Cédric Kenina. Les corps des mandataires en mines et carrières, une profession qui se met en ordre utile pour la défense et la promotion non seulement de leurs intérêts, mais bien plus servir d'interface ou encore des passerelles entre le gouvernement de la République, son administration et d'autres partenaires. En présence de la ministre des Mines, Antoinette Samba, qui a promis son accompagnement, le secrétaire exécutif de cet ASBEL, maître Constant Moutamba, est revenu sur le contexte dans lequel cet ASBEL a vu le jour. Nous avons pris l'initiative pour pouvoir mettre en place ce cadre d'interaction permanente et constante avec l'administration des mines, pour défendre, promouvoir les intérêts de mandataires en mines et carrières, mais aussi et surtout aider à la bonne application du code minier. Des allocutions qui se sont succédées à la tribune, Bernadette Poundou a procédé à un aperçu global de l'historique du CMMC, son rayon d'action sur l'espace géographique. Kabomboa dans la cité de Fungurume. Des résultats qui lavent l'usine à chaud installée à Proximal. RTNC, là-bas pour le reportage. La nouvelle de la pollution de la rivière Kabomboa s'est répandue comme une traînée de poudre. Selon une certaine rumeur largement relayée sur les médias, cette pollution serait attribuée à l'usine à chaud de TFM. Face à ces fausses allégations, l'entreprise TFM a tenu à présenter sa position et faire cette mise au point. Tenez, depuis 2020, ces allégations infèrent que Tenke Fungurume Mining procéderait déjà à la délocalisation des populations dans la zone de l'usine à chaud de Kabomboa. Cela a provoqué un élan d'opportunisme sans précédent, se traduisant par l'afflux des familles vers cette zone dans l'espoir d'être comptabilisées et bénéficier des indemnités de délocalisation. Il convient tout de suite de signaler que ces propos ne sont pas des bruits, mais que TFM est plutôt en train d'évaluer la possibilité de réinstallation. Et les responsables de cette entreprise d'ajouter, c'est ainsi que, depuis un certain temps, il ne se passe pas un seul jour sans que des images des personnes atteintes des maladies de la peau ne soient publiées sur les médias à portée de main. Démontrant notre bonne volonté et notre souci pour le bien-être des communautés riveraines, nous nous sommes soumis à un processus d'audit mené par les 4 laboratoires choisis par la communauté sous la supervision des services gouvernementaux compétents et des ONG locales et internationales, précise TFM. Ceux-ci ont été accompagnés par un expert connu dans les maladies de la peau. Les résultats ont été sans appel. Les conclusions de l'audit n'ont établi aucun lien entre les maladies ayant présenté la gale vulgaire et la présence de l'usine à chaud. L'entreprise TFM précise que son usine de Kabomboa dispose de tout équipement nécessaire pour le suivi des paramètres environnementaux, à savoir la mesure de la qualité de l'air, de l'eau et du sol.
Il faut une accélération du budget d'infrastructures des technologies de l'information et de la communication d'une part et créer une norme unifiée de sécurité en RDC d'autre part sont là les recommandations du Congrès mondial du mobile formulées par le groupe Huawei basé à Barcelone où le ministre congolais de PTNTIC Augustin Kibasamaliba a représenté la RDC. Avec Nono Hélène Mansekou, on fait le point. Pas de repos pour les ministres des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui participent au Congrès mondial du mobile organisé par les GSMA à Barcelone en Espagne. Augustin Kibasamaliba a échangé avec les staffs dirigeants de la firme Huawei. Au menu, les développements d'éthique et l'accélération de la transformation numérique de la RDC. Les ministres des PTNTIC a à cette occasion marqué son accord de travailler avec Huawei beaucoup plus sur les spectres des fréquences. Le président régional Afrique de Huawei, M. Etao, a rassuré les ministres que sa firme continuera à investir dans le secteur d'éthique en RDC. À l'issue de cet entretien, plusieurs recommandations ont été formulées. Il s'agit entre autres de l'accélération du projet d'infrastructure d'éthique et de la création d'une norme unifiée de sécurité. Le ministre Kibasamaliba a enfin remercié Huawei pour le programme de Future Seed, un programme de formation qui est à sa 6e édition pour laquelle 20 étudiants congolais ont bénéficié des bourses pour une formation sur les nouvelles technologies. À cela s'ajoute les parrainages de 80 autres étudiants de l'ISTA et de l'UNIKIN au programme de formation Talent en NTIC. Pendant ce mois de la femme, la RTNC va vous parler à travers de reportages et chroniques de la femme dans ses différentes dimensions et de ses capacités dans la prise en charge de la famille et de la société. Aujourd'hui, nos reporters se sont rendus dans la commune urbano-rurale de Maluku et nous relatent la vie quotidienne de la femme maraîchère dans ce coin de la capitale. Lisette Mujinga et Siro Bolé nous amènent dans les coulisses de Maluku. Ayant pour thème national promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et réduction des risques des catastrophes, le mois de mars dédié à la magnificence de la femme concerne toutes les catégories sociales féminines du monde. Les cas de la femme paysanne qui œuvre dans l'autonomisation afin d'assurer la sécurité alimentaire dans son foyer année 1. Aussi est-elle dans les commerces et dans la lutte contre la pauvreté sous toute sa forme. Moi, maman a source. La femme veuve dans cette catégorie sociale comble aussi les vides de son mari à travers la vente de ses articles. Elle assure la prise en charge scolaire, sanitaire et universitaire des enfants à la sueur de son front. Les difficultés de la femme paysanne sont beaucoup plus au niveau des transports et non de la tracasserie dans l'évacuation des produits maraîchers et champêtres des baleinières à queue sur le fleuve Congo à Maluku. Nous souhaitons avoir une chambre froide dans cette commune urbano-rurale pour la conservation de nos produits. La femme habitant la commune urbano-rurale de Maluku à l'est de la ville-province Kinshasa s'adonne nuit et jour à la production maraîchère et champêtre des produits vivriers et avicoles du petit élevage de la basse-cour. Les vendeuses que vous voyez ici, si l'une d'elles était ma femme, je crois que je saurais comment faire, c'est-à-dire planifier pour qu'il n'y ait pas de problème. On a déjà collaboration avec Ali. Concernant les femmes qui quittent très tôt leur maison et rentrent tard, il est question de planifier le programme pour que la paix règne. Et puisque perturbation est à moi. Moi j'encourage les femmes, puisque si les femmes restent à la maison, mes brebis
ce n'est pas bien. Or, les femmes vont faire toujours du travail ménagère, soit de vendre, soit d'aller chercher ailleurs. Notons que les enjeux du monde paysan partout en Afrique, c'est entre autres de produire des aliments sains, des qualités disponibles pour tous. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kakobola dans la province du Kwilu sont presque à la fin. Le ministre des Ressources hydrauliques Olivier Mwenze rassure le ministre provincial du Kwilu de l'alimentation de villes de Kikwit, Idiofa et Gungu dans le tout prochain jour. C'était lors d'un entretien dans son cabinet de travail. D'autres activités du ministre Olivier Mwenze dans ce reportage de Marie-Kalangui Gwezia. Le besoin en électricité dans la province du Kwilu se fait de plus en plus ressentir par la population. Le ministre provincial de l'énergie a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, pour avoir des assurances concernant la relance des travaux du barrage de Kakobola. La ville de Kikwit, la cité d'Idiofa et de Gungu sont les trois entités bénéficiaires de ce projet. Et bon, il y a l'impatience au niveau de la population qui a beaucoup attendu, alors que les travaux au niveau de la production avaient presque fini. Il n'était resté que le transport vers ces trois agglomérations. J'ai reçu les assurances du ministre qu'au mois de juin, d'ici mois de juin, l'entreprise indienne qui travaille là-dessus aura son argent et puis on va évoluer. Et pendant ce temps, le ministre provincial de l'énergie du Lomami a fait la restitution au ministre Olivier Mwenze de l'atelier d'élaboration du plan opérationnel deuxième phase du projet RES, tout en lui soumettant quelques subjections. Il y a différents défis dans le secteur qui sont bloqués suite au vide juridique et l'absence de certains textes, notamment l'autorité de régulation du service public de l'eau. Et pour ça, il fallait une impérieuse implication du ministre national afin de voir tous ces défis se résoudre. Bien avant, le programme 145 territoires était au cœur d'une séance de travail à laquelle a pris part des investisseurs allemands. Quelques communiqués avant de terminer ce journal. Un avis d'appel à candidature pour le poste de PCA, directeur général et directeur général adjoint de la SNEL, Régie des eaux et FONER, lancé par le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Au cours de la 38e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 janvier 2022, le gouvernement a décidé de renouveler l'administration et la direction de deux entreprises publiques, la Régie des eaux, la Régie des distributions d'eau de la République démocratique du Congo et la Société nationale de l'électricité SNEL, ainsi que d'un établissement public, le Fonds national d'entretien routier FONER. C'est par une procédure compétitive et transparente. À cet effet, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP en sigle, a été instruit de procéder au recrutement des mandataires de l'État pour le poste du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint de la Régie des eaux SA et de la SNEL SA ainsi que du FONER. Les avis d'appel à candidature et le terme de référence y relatif sont disponibles sur le site web du COPIREP www.copirep.cd ainsi que dans la presse locale. La date limite du dépôt de candidature est fixée au 8 mars 2022 à 16h, heure de Kinshasa, signé le secrétaire exécutif Alex Koussou Ndongala Sia. Aussi, un communiqué de la SNEL, la Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux sur la ligne 132 kV entre le poste de tension de Zongo et de Badiadingi. De ce fait, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce jeudi 3 mars 2022 de 7h à 18h dans certains quartiers de communes ci-après Mongafula, Selembao et Ngalema. Toutefois, le rétablissement
de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 SA 88 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments. Mesdames et messieurs, c'est par ce communiqué que nous terminons